Bienvenue, je m'appelle Guillaume, je suis développeur chez iAdvise et je suis un des co-orgas de ce premier meet-up React Nantes. Et je vais commencer par dire qu'à Nantes, il y a déjà beaucoup d'événements qui sont tournés soit autour du JavaScript ou de la Carto, de l'open data, et la volonté ici avait été de lancer un meet-up qui soit centré React et très très scopé autour de React et de son écosystème. Et faire un meet-up qui soit très très orienté technique, pas tant découvert. Donc c'est pas ici a priori qu'on fera de la présentation de qu'est-ce que c'est React, etc. On va plutôt aller approfondir certains sujets plus en mode expertise et retour d'expérience de React en prod, etc. Donc 2 points d'entrée pour suivre l'actu du Meetup. La page Meetup où vous êtes probablement tous plus ou moins inscrits, donc meetup.com/react-nantes, et le compte Twitter qui partage les infos, et c'est là aussi que vous pourrez retrouver les slides de ce soir. Voilà. Et puis, si quelqu'un fait du React ici et veut partager une librairie, une bonne pratique, quelque chose à faire, un talk, c'est bienvenu, donc venez nous voir ou nous contacter par Twitter. Et puis, si vous voulez faire partie de l'orga aussi, c'est complètement ouvert, et c'est avec plaisir qu'on accueillera de nouvelles têtes. Voilà, donc pour ce soir, 2 sponsors. iAdvise pour les lieux, là vous êtes dans les nouveaux locaux d'iAdvise, on est là depuis quelque chose un mois. Donc ici on est dans une salle qui s'appelle l'Agora, une salle de conf, et puis tout à l'heure après les presse on ira dans le square là-bas pour manger et boire les bières. On est Externatic. Donc je dis 2 mots sur iAdvise pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une solution de conversation sur Internet. Donc on fournit à nos clients des outils pour converser avec leurs clients sur leur site web, sur Messenger, etc. Et côté technique, on a une stack assez variée qui s'oriente de plus en plus vers Scala côté back. Et côté front, on vers une unification autour de React, Redux, Sass. Voilà. Peut-être que tu veux dire quelques mots sur Externatic. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là aussi nombreux ce soir. C'est cool de voir un meet-up avec autant de monde. C'est cool parce que ça veut dire aussi que vous cherchez des infos sur des technos comme React. Et c'est cool aussi parce que ça veut dire que vous avez conscience que vous êtes sur un métier qui évolue très rapidement. Externatic, on fait quoi? On est cabinet de recrutement. Enfin, on se présente assez régulièrement comme cabinet de recrutement, mais finalement, au quotidien, on est plus des agents de joueurs. Donc, on accompagne plutôt des candidats dans leur recherche d'emploi, trouver l'opportunité qui leur correspond. Donc, l'année dernière, on a accompagné 200 candidats qui ont trouvé des jobs grâce à nous. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Je tiens à remercier du monde, déjà vous d'être présents, et puis l'orga d'iAdvise, Jean-Charles qui a pas mal œuvré dans tout ça, il est très sympa. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Top, merci. Alors ce soir, 2 talks du coup. Le premier par Nicolas qui va parler de Storybook. Qu'est-ce que c'est, pourquoi l'installer et comment l'installer. Suspense. Et le deuxième, ce sera Martin qui vous parlera d'optimisation plutôt, donc côté React, d'optimisation du render. Voilà Nico, si tu veux. Bonsoir. Je vérifie que ça marche. Ouais, c'est cool. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de Storybook en effet. Hop. Donc, je m'appelle Nicolas Baptiste. Je suis dev front chez iAdvise depuis un peu moins d'1 an. Et pour commencer, je vous raconter un peu d'histoire. En tout cas, moi, quand j'aborde une nouvelle techno, un nouvel outil, il y a souvent un petit effet waouh. Genre, on découvre quelque chose, un nouveau jouet, et puis un peu après, on en voit souvent les limites, et on a ce côté un petit peu déceptif. Quand j'ai commencé le JavaScript, parler de XML HTTP request,
c'était pas forcément super simple à utiliser. Et un beau jour, il y a jQuery qui est apparu avec des méthodes comme Ajax. Et là, je me suis dit, waouh, trop bien, c'est super simple, c'est génial. Et puis, on a vu très vite les limites de jQuery et tout le reste. Peu après, on a vu arriver des promesses. Maintenant, on a d'autres syntaxes avec A5, Await, tout un tas de choses, les générateurs. Et c'est franchement bien que ça évolue dans ce sens-là, mais on en veut toujours plus. Et à la suite de jQuery, moi j'ai fait un peu d'AngularJS. Je trouvais ça vraiment top de voir toutes les possibilités qu'on avait comparées à ce qu'on pouvait coder avant. Et encore une fois, au bout d'un moment, si vous avez fait un peu d'AngularJS, vous avez vu les limites de ça, des lenteurs ou la complexité à garder le state cohérent avec les différentes parties de votre app ou du serveur. Et c'est à ce moment-là, justement, en tout cas, que je regardais un petit peu, je lorgnais vers React, Redux, et notamment la gestion du state dans Redux. Et justement, ce qui tombe plutôt bien, c'est que chez iAdvise, on a cette stack React Redux. Donc React pour tout ce qui est vu, Redux pour la gestion du state, Sunk plus des middleware pour gérer tout ce qui est side effect, Mocha, sinon Chai et Enzyme pour tout ce qui est test unitaire ou test d'intégration de composants, Babel pour tout ce qui est compilation, GitHub pour la gestion des sources et CircleCI pour l'intégration continue, le continuous delivery. Et en plus, en arrivant ici, donc comme je vous disais, il y a un petit peu moins d'un an, j'ai découvert qu'on avait une librairie de composants, donc qu'on appelle la Front UI Library, la FUIL pour les intimes. Pourquoi avoir fait une librairie de composants ? Parce qu'on a plusieurs projets chez iAdvise, et donc histoire d'unifier nos pratiques, d'avoir quelque chose d'assez cohérent d'un composant à l'autre, et aussi et surtout de développer plus rapidement des composants. Parce que si vous avez déjà développé dans des projets cibles, vous pouvez voir que le projet grossit, les temps de build deviennent de plus en plus longs, et ça devient de plus en plus difficile donc, à tester un comportement d'un seul composant unitaire. Donc pour tester ça, on avait développé quelque chose en interne, un petit outil qui s'appelait le Playground. Donc vraiment très simple, où en gros ça nous permettait de lister tous nos composants et de les rendre dans un univers bien particulier. Ça, c'était assez pratique. Et quand je suis arrivé, on m'a montré ce playground. Donc, on pouvait exécuter en local sur notre poste. Et on me disait, mais on a vu qu'il y a une librairie qui fait à peu près la même chose, qui s'appelle Storybook. Donc, c'est un outil qui a été développé en 2016 par une start-up nommée Kadira, qui a fermé depuis. Et l'histoire intéressante, c'est que ça a été repris par la communauté. Donc désormais, c'est maintenu par la communauté. Et on peut le voir justement là dans les commits. C'est un projet qui est de plus en plus actif. Et ça, c'est vraiment cool. Donc il y a pas mal d'utilisateurs. À la base, c'était uniquement dédié à React. Désormais, vous pouvez l'utiliser avec du Vue.js, de l'Angular 2 et plus, du Polymer 2 et encore d'autres choses. Vous pouvez aller voir sur leur site. Il y a pas mal de frameworks qui sont supportés. Et dernière info à retenir à propos de Storybook, c'est que c'est buildé avec Webpack. Donc pourquoi c'est intéressant ? Je vous le dirai plus tard. Donc à quoi ça ressemble concrètement ? Je vais vérifier que ça marche bien. Voilà, je fais une petite capture d'écran. Donc ça ressemble à notre ancien playground. On a 3 parties distinctes. La première à gauche, donc on va retrouver une arborescence regroupant toutes nos stories. Ici, le panel principal, où là, on aura le rendu de notre composant. Et en dessous, différents petits panneaux qui servent pour modifier, rajouter des options. Et pareil, je décrirai ça un petit peu plus tard. Comment on installe Storybook ? Donc, c'est assez simple, juste un npm install de Storybook /React ou /Angular ou /autre chose si vous voulez quelque chose, une autre distribution. Savoir qu'il y a 3 peer dependencies, donc React, React DOM et Babel Core, dans le cas de React, bien sûr. Deuxième petite étape, dans votre package.json, vous pouvez rajouter un script pour pouvoir lancer Storybook plus facilement. Donc la commande start Storybook qui est fournie par le package. On peut lui passer un port, ici par exemple 9001, et un dossier de configuration. Donc là, par exemple, .storybook, où on va pouvoir mettre tous nos configs, justement.
Et ça va nous lancer un Webpack Dev Server. Mais vous ne le voyez pas, en tout cas. Notre étape, c'est de configurer. Donc là, dans un fichier qu'on va mettre dans notre répertoire storybook/config.js, on a une fonction de configuration qui est fournie par le package, qu'on va appeler à la fin, qui va nous permettre de charger nos stories. Donc là, vous pouvez faire du require, de stories, autant de stories que vous voulez. Vous pouvez automatiser ça, faire que ça parcourt tous vos dossiers dans votre application. Et le dernier, le module, c'est le module de Node, pour que lui fasse sa sauce avec et charge les stories. Dernière étape, mais pas des moindres, écrire une story. Donc là, j'ai repris vraiment, ça c'est juste la doc de base, hein. C'est pour ça que je passe assez rapidement. Vous pouvez la retrouver sur le site de Storybook. Donc on est dans du React, donc on importe React. On va importer une fonction qui s'appelle StoriesOf, qui va nous permettre de déclarer notre arborescence, qui est fournie donc par Storybook/React, et le composant qu'on veut décrire. Donc on va appeler premièrement StoriesOf, on lui donne un titre, c'est ce qui va se retrouver sur la partie gauche. On lui repasse module pour qu'il s'occupe du chargement lui-même. Et là, on va décrire nos stories. Donc là, with text, with some emoji, et notre bouton, on l'instancie exactement de la même manière que ce qu'on va faire dans notre projet cible. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, juste du React dans cette fonction de render. Je vous ai montré donc un petit composant de bouton qui n'avait pas forcément beaucoup de logique. Dans le cas où on veut tester, on veut créer des stories pour des composants stateful, comment on fait ? Encore une fois, comme je vous disais, on est dans du React, donc vous pouvez imaginer une solution faite maison, c'est ce qu'on a fait ici, là, où en gros on peut wrapper notre composant dans un autre composant qui lui gardera un état. Et on pourra passer le state en props au composant enfant. Et ainsi, quand l'utilisateur manipulera le composant, il se mettra bien à jour et la vue sera rafraîchie. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais c'est un exemple d'implémentation. Et voilà, nous, comment on l'utilise après, par exemple. Là, en fait, on a récupéré le setState du wrapper parent et on va s'en servir pour créer un objet et passer ça à notre control renderer. Donc, comme je vous disais, ça, on peut s'amuser à le faire à la main, mais il y a des solutions qui existent pour le faire plus facilement. Et la vraie force de Storybook, c'est les add-ons. Donc, c'est des petits bouts de programme qui vont venir enrichir Storybook. Vous pouvez aller voir sur leur site directement Add-on Gallery, où là, il y a tout un tas d'add-ons qui sont décrits et même maintenus par Storybook dans le package. C'est un mono-repo. Comment on les configure ? Il faut créer un fichier à l'intérieur de notre répertoire de configuration et vous importez les add-ons que vous souhaitez. Donc soit vous les importez directement à partir de package, ou si vous voulez en créer vous-même, vous les importez à partir de fichiers locaux. Donc pour en revenir à la problématique de gestion du state, il y a un add-on pour ça. Ici, j'ai pris l'exemple, celui-ci, là, du package Sambego Storybook State. Il va nous fournir deux fonctions, state et store. Store, on va l'instancier, on va créer un nouvel objet, et à l'aide de state, qui va nous servir de provider, exactement de la même manière que vous pourriez le faire avec Redux, on va wrapper notre composant, et donc les propriétés qui sont dans le store seront passées en props et seront écoutées et mises à jour. Et il y a quelque chose en plus, c'est que l'objet qu'on a instancié a deux méthodes, get et set, pour pouvoir manipuler les données en dehors du composant. Si vous voulez rajouter un bouton en dessous, parce que là, si vous voulez tester une modale, bon, très bien, mais il faudrait peut-être un bouton pour le déclencher. Ça fait partie d'une story. Vous n'êtes pas obligé de tester juste un seul composant. Comme je vous disais, c'est du React, donc si ça vous chante, vous pouvez mettre toute votre app cible, même importer Redux aussi. Mais bon, c'est peut-être pas forcément l'idée, c'est quand même de montrer des composants de manière individuelle. Je vais vous en montrer un autre. Est-ce que ça se lance ? Ouais, ok. Celui-là, c'est Nob. Alors, je ne sais pas si c'est assez visible, mais en tout cas, dans cette partie, vous
pouvez voir que là, on peut changer du texte. Là, ça va changer une des props de notre composant. Ou par exemple ici, là, pour les activer, désactiver. Donc tout ça, ce sont des props de mes composants. Grâce à un plugin, on va pouvoir importer des fonctions. Je vous ai montré ça. Par exemple de texte, boolean, number, list, object, ce que vous voulez. Il y a tout un tas de choses. Et on va pouvoir les passer directement en props à nos composants. Donc ici, là, l'exemple du disable. Ici, j'attends un booléen, donc je lui passe la fonction boolean. Je lui donne un titre pour que ça s'affiche correctement dans le panel. Et je lui donne une valeur par défaut. Et donc, désormais, l'utilisateur pourra cliquer sur cette petite checkbox et verra l'état de mon composant, s'il est activé ou désactivé. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire 36 000 stories pour décrire un même composant. Vous pouvez utiliser, par exemple, ce plugin-là pour laisser l'utilisateur manipuler directement le composant et jouer avec, s'il y a tout un tas de rendus possibles, ou enfin vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Non, Storybook dans le contexte iAdvise, comment on l'utilise, nous? Donc là, je vous ai remontré notre implémentation. Donc vous voyez toutes nos stories ici, notre rendu. Et là, en fait, on voit deux boutons avec marqué IBU et iAdvise. IBU qui est un produit aussi de iAdvise. Et pourquoi on a ces deux boutons? On a un historique qui est qu'on a deux feuilles de style. On a une feuille de style qui va être stylée IBU et une autre iAdvise. Et la petite difficulté de tout ça, c'est que, encore une fois aussi pour des raisons historiques, au début, on était sur du less. Puis on a migré progressivement vers du SAS, et forcément, on a les deux en même temps maintenant. Donc du coup, on veut voir à quoi ressemblent nos composants dans un cas ou dans l'autre, histoire de continuer à migrer vers SAS. Là, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de plugin déjà préétabli pour faire ça. Donc on en a développé un. Et je vais vous montrer comment. Donc là, la problématique, c'était de se dire, voilà, on a notre composant. Les styles du composant en fait, sont inclus dans une feuille de style. Ils ne sont pas stylisés individuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre iframe, puisque c'est une iframe de rendu dans Storybook, on va rajouter par exemple une classe sur la balise HTML. Et lorsqu'on cliquera sur le bouton iAdvise ou IBU, on va changer la classe tout simplement. Et du coup, les feuilles de style changeront, se mettront à jour. Donc le premier truc à faire, c'est parser nos fichiers de style qui, je vous le rappelle, sont en less et en SAS. Donc là, comme c'est du Webpack sous Storybook, très bien. Si vous avez déjà vu une conf de Webpack, ça devrait être assez simple à comprendre. Bon, si vous n'avez jamais vu la conf de Webpack, c'est un peu obscur des fois, mais bref, c'est assez simple avec Storybook d'overrider la conf de base. Donc soit vous en overridez une petite partie ou en entier, libre à vous. Ici, nous, on l'a juste fait pour les styles. Ensuite, on lui dit où aller chercher ces styles et on va chercher nos fontes en même temps. Donc, compiler le CSS, ça, c'est bon. Première étape, c'est fait. Deuxième étape, on avait donc nos panels en bas. Et là, ce qu'on veut faire, c'est rendre deux boutons. Un bouton iAdvise, un bouton IBU. Et lorsqu'on va cliquer sur l'un ou sur l'autre, on veut émettre un événement pour communiquer avec notre iframe. Et on veut également mettre à jour la query string aussi, puisque l'iframe qui va rendre vos composants va garder tous les paramètres. Donc ici, on va créer un premier paramètre qu'on va appeler thème, et c'est soit IBU, soit iAdvise. Donc, je vous ai épargné le render, puisque c'est juste deux boutons et que j'avais besoin de place sur mon slide. Lorsqu'on clique sur un des boutons, on va faire appel à cette méthode, le change CSS. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, j'utilise le add-on API, qui est fourni par Storybook, encore une fois, qui me permet de faire un getChannel, et getChannel va me récupérer ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un event emitter, tout simplement. Donc, je vais pouvoir émettre des événements et écouter des événements. Et là, j'émets un premier événement, donc je dois lui donner un nom, unique, de préférence, et une valeur en plus, donc la valeur actuelle de mon thème.
Il nous permet, on peut récupérer aussi, j'ai passé en props, un Storybook API, et je vous montrerai après comment je l'ai récupéré. Et ça va nous permettre de manipuler la query string. Donc ça, c'est fourni par Storybook. Et dernier truc, je force la mise à jour, puisque là, avec les boutons, pour montrer quel est l'état actif, c'est-à-dire soit EBU, soit advise, il n'y a pas de state. Donc, au moment où on va émettre ça, je vais forcer l'affichage, enfin le rafraîchissement, pardon. Et ici, dans mon component did mount, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je récupère mon event emitter et à l'initialisation, je vais définir mon thème par défaut. Notre petit truc à faire, c'est de dire à Storybook où se trouve mon add-on et de l'enregistrer, lui donner un thème. Et là, il nous passe donc une variable qu'on retrouve, le Storybook API, que j'ai passé en props à mon theme switcher. Et je donne un nom à mon panel. Donc le panel, je vous rappelle, c'est la partie qui est en bas. Mais l'utilisateur peut choisir de l'afficher à droite, à gauche. Enfin, il peut faire ce qu'il veut avec l'interface. Donc on va définir juste un panel et c'est tout. Et il va venir se mettre à côté des autres. Dernière chose à faire, donc, c'est manipuler le HTML qui est dans l'iframe de rendu principal. Donc ici, je vais commencer par le bas du fichier. Là, j'ai mon channel. Donc mon channel, il est où? Il est là. Je récupère le channel de la même manière que je l'ai fait précédemment. Je vais mettre mon événement comme quoi ma vue s'est initialisée, donc pour qu'il puisse communiquer avec les boutons. Je vais appeler mon premier thème, IBU. Et là, je vais réagir au switch, donc au clic des boutons. Et je fais ma petite fonction qui va appliquer mon thème. Donc elle s'occupe juste de manipuler la classe du HTML. Et ici, c'est pour récupérer les variables de la query string de l'iframe. Je vous passe les détails, ce n'est pas super intéressant dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui a été vraiment le plus intéressant dans tout ça, dans la mise en place de Storybook dans nos projets? C'est un changement de workflow. Avant, ce qu'on faisait, donc, on développe nos composants, on fait une pull request sur GitHub, on obtient une review de code, donc une review technique, et il faut faire une review fonctionnelle. Mais comment, du coup? Puisque, à la base, notre librairie de composants, elle n'avait pas vraiment de manière d'être rendue, ou alors on utilisait notre playground, mais qui pouvait être exécuté qu'en local. Donc, lorsqu'on voulait faire recéter ça par un designer ou n'importe qui voulait faire cette recette, soit on lui amenait notre ordinateur directement en disant tu peux regarder sur mon poste et crois-moi ça marchera comme ça. Ou alors on pouvait faire une pré-release de notre librairie de composants, puis ensuite intégrer cette pré-release dans un projet cible aussi, mais si on voulait l'exposer sur Internet, il fallait aussi faire une autre pré-release. Enfin bref, ça faisait quelque chose d'assez compliqué. Et là, encore une fois, Storybook plus son Webpack en dessous viennent à la rescousse. Parce que grâce à Webpack, on peut builder une version statique de notre Storybook. Et c'est ce qu'on fait. Et en plus, on peut l'automatiser très facilement. Comme je vous disais, on a un Circle CI qui tourne à chaque commit, à chaque pull request. Donc ce qu'on a fait, c'est que en plus de nos étapes de build classiques, on build statiquement notre Storybook. On envoie ces fichiers sur Amazon AWS, sur un bucket S3, et on expose notre bucket sur l'Internet. Et du coup, ça nous donne des URL comme ça. Alors là, par exemple, l'URL principale tapera sur la branche master. Mais comme notre CI passe à chaque commit, on aura, et pour chaque branche aussi, donc on aura une version pour chaque branche et chaque commit de Storybook. Donc ça va être super simple ensuite de suivre les évolutions. Et encore une fois, dans une phase de recette, par exemple avec les designers, on fait une modif, on lui fait valider, non, il y a des retours, ok, je rechange et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et on peut aller encore plus loin. Comme je vous disais, c'est une iframe qui est rendue. Donc l'iframe, on en fait ce qu'on en veut. On peut prendre juste le code de l'iframe et pourquoi pas l'intégrer dans une doc en ligne. Donc là, nous, on ne l'a pas mis encore en place, mais on va bientôt le mettre en place. On aura une documentation fonctionnelle avec, pareil, les designers qui vont mettre leurs petits mots dessus. Et en dessous, on pourra réintégrer l'iframe et jouer directement avec le composant.
Et là, je vous ai mis un petit extrait de notre Flowdoc, l'équivalent de Slack, donc notre outil de communication interne. Donc ça, c'était une designer qui était très 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 contente qu'on mette ça en place parce que ça facilite grandement nos échanges, ne serait-ce que, comme je vous disais, pour tout ce qui est recettes, mais aussi pour faire le tour un petit peu de tous nos composants, voir ce qu'on a, comment on les fait évoluer, est-ce qu'il n'y aura pas des doublons des fois, enfin bref, faciliter la communication au sein de l'équipe. Mais on peut aller encore plus loin. Donc là, je vais vous parler assez rapidement de Loki, qui est un add-on mais un petit peu plus poussé pour Storybook, qui permet de faire des tests de régression visuelle. Donc là, moi, je peux juste vous en parler comme ça, parce que je ne l'ai pas encore testé, mais il nous intéresse grandement. Donc ça, qu'est-ce que c'est? En gros, vous l'installez avec votre Storybook. Quand vous développez et que vous êtes satisfait de la version de votre composant, vous pouvez prendre des snapshots. Loki va les prendre pour vous, les enregistrer, très bien. Et une fois qu'il va passer au moment où on va compiler le Storybook sur notre CI, il va aller vérifier, il va refaire le rendu et il va aller faire une comparaison des images qu'il a avec les images de base. Et bien sûr, si ça ne correspond pas, ça pète le CI. Et là où c'est assez fort, c'est que, bon, apparemment, c'est très simple à installer. J'ai regardé un peu la doc d'install, ça a l'air simple. Je ne l'ai pas fait encore, donc à vous de tester si vous voulez essayer. Mais ce qui est le plus intéressant à mon goût, c'est que voilà, tout ce qui est supporté Chrome avec du Docker, mais tout ce qui est iOS, Android, et React Native et Vue et tous les frameworks qui sont supportés. Donc ça, je pense sincèrement que ce sera la prochaine étape dans notre mise en place de Storybook. Vous pouvez faire également du test unitaire dans Storybook directement. Nous, on ne le fait pas parce qu'on avait notre config Mocha déjà en place, donc on n'a pas vu forcément l'utilité, mais il y a vraiment plein de possibilités. Et encore une fois, allez voir sur le site de Storybook directement. Vous pourrez voir des exemples d'implémentation qui sont vraiment tous différents. Pour vous en citer quelques-uns, il y a Airbnb qui l'utilise, Atlassian qui font Jira. Il y a vraiment, pour chaque boîte, pour chaque implémentation de Storybook, il y a une utilisation différente. Il y en a qui l'utilisent également pour générer de la documentation. Donc à partir des props, etc., ça sort dans un panneau toute la doc. Vraiment, faites-en ce que vous voulez, inventez la vie qui va avec, pour reprendre une autre expression. Voilà, merci. Si vous avez quelques questions, peut-être. Je sais pas si c'était la... Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, il y a un micro. Ouais, tout au bout. Je te l'amène, je te lance ça. Alors, c'est un micro cube. Il faut parler dans le micro comme ça. Puis comme ça, tu pourras le lancer. Bonjour, merci. Qu'est-ce que vous testez, qu'est-ce que vous mettez dans votre Storybook? Est-ce que vous mettez vraiment les composants atomiques les plus petits possibles ou voilà, les molécules, peut-être à la limite si on parle d'atomic design? Ou alors est-ce que vous mettez des trucs beaucoup plus gros comme des pages complètes ou, Ça va dépendre. Là, dans notre librairie de composants, on va vraiment mettre des tout petits bouts de composants parce qu'on s'en sert pour le développement. Donc même pour nous, c'est assez pratique dans ce cas-là. Et on va mettre les composants qui seront un petit peu plus complexes ici aussi, mais on s'en sert même dans nos projets cibles. Et dans les projets cibles, là par contre, ça va être un assemblage de, 3-4 composants plus complexes. Et il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Nous, ça nous sert vraiment de manière pour des devs très très unitaires, et ça nous sert pour des devs que je qualifierais un petit peu plus d'intégration. Parce que le gros avantage, c'est que c'est hyper rapide. On est vraiment dans un environnement neutre où on ne va pas avoir d'effet de bord ou quoi que ce soit. Donc vraiment, là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Merci. D'autres petites questions? Non, c'est bon? J'en ai une deuxième alors. Une deuxième? Est-ce que vous utilisez StoryShot? Ah non, pas personnellement. Je ne le connais pas. C'est un add-on Ouais, qui fait du snapshot testing à partir des stories de Storybook. d'accord.
Donc ça permet de faire du test de non-régression assez rapide et d'avoir un petit peu de couverture de code facilement sur les composants. Ah, je regarderai ça. Merci. Pas de questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la place. Ça. Fous la frousse, ça motive. Bonjour. Alors, attendez, je me dépatouille avec ce truc. Ah mais c'est ma presse. Cool. Bonjour. Merci d'être là, c'est hyper cool. Vous vous attendez pas si nombreux, et puis du coup pour mon premier talk de toute ma vie, ça me fout un petit peu les miquettes. Je vais vous parler de render et d'usine à gaz, parce qu'on en a une. Déjà, qui je suis, c'est marqué juste là. Je suis front aussi chez iAdvise. Finalement, on est un peu tous... Attendez, pardon. Hop là. Ok, vous pouvez me suivre sur GitHub, Twitter. Twitter, je tweete jamais rien. Et par mail, si vous utilisez encore des mails, envoyez-moi des mails, je serai hyper heureux d'y répondre. Qu'est-ce que c'est que cette presse ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas d'ailleurs ? C'est une presse qui est censée vous aider à avoir les premiers pas, les premiers bons réflexes, on va dire, pour optimiser votre app si vous jugez qu'elle a besoin d'optimisation. Et c'est une presse, en gros, qui va vous permettre, entre deux rendus, on va déclencher deux rendus React, de faire le passage le plus fluide et le moins coûteux d'un rendu à un autre. Du coup, c'est surtout pas une presse de gestion de state ou d'architecture. Voilà, pour cadrer les choses. Et c'est surtout pas un guide exhaustif, parce que déjà, je devais faire 15 minutes, je vais faire 30, et on pourrait en parler encore des heures. Donc voilà. Et pourquoi j'en viens à parler de ça ? Et en fait, c'est tout con, c'est que j'avais jamais eu le cas, j'avais jamais eu besoin d'optimiser d'app jusque-là. En même temps, j'ai pas une grosse expérience non plus. Mais on a eu le problème chez iAdvise parce qu'on a fait une refacto d'un outil qu'on appelle le pupitre. Et le pupitre, c'est quoi ? C'est, comme disait Guillaume tout à l'heure, on vend de la conversation de conseillers vers des visiteurs de sites web. Et le pupitre, c'est finalement ce que le conseiller a de son côté. Donc en gros, c'est un truc avec plein de checkbox dans tous les sens, plein de messages, enfin plein de features. C'est un gros tas de features assez balèzes qui est écrit en partie en jQuery, Vanilla JS et compagnie. Du coup, refacto, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas maintenir ce truc, et on a choisi React Redux. Je vais vous passer les détails, mais on est parti là-dessus. Et on avait, comme je vous le disais, on a des interfaces complexes, on a beaucoup de données affichées, et on a intégré Redux de façon naïve parce que tout le monde était plus ou moins des newbies. Faut bien commencer, et du coup, on a intégré ça de façon très naïve, quoi. Problème. On avait tout le temps du re-render constant. Et ce qui fait que notre chatbox s'est ramé du cul. Ce qui est quand même plutôt emmerdant quand on est un conseiller, qu'on a envie juste de chatter avec un visiteur. Voilà, si on tape 3 lettres et que ça rame, c'est quand même pas cool. Donc finalement, on s'est posé 2-3 questions, on a lu de la doc, on a demandé à Google, on s'est débrouillé et on est arrivé là. Ça rame moins, c'est quand même vachement mieux. Sachant que là, je vous ai mis que la chatbox, mais évidemment, il y a toute l'application autour qui est balèze. Encore, je le dis une fois, il y a beaucoup de données, c'est un gros tas de features. Comment on s'y est pris ? En fait, on va dérouler simplement un cas d'usage, on va dire. Donc, on va jouer au docteur, grossièrement. On va faire diagnostic, traitement, rétablissement, on est content. Notre stéthoscope, pour faire le petit médecin, ça va être la console du navigateur. Désolé d'avance pour les googlophobes, j'utilise Chrome. Firefox, j'ai jamais rien bité à ce truc-là. Voilà, je le dis honnêtement, j'ai jamais pris le temps d'explorer cette console-là, quoi. Donc, pour illustrer ça, j'ai refait un fil de discussion, comme vous avez vu, mais ça, c'est une app complètement à part, à l'arrache que j'ai codé cette semaine. Et c'est chelou, parce qu'en fait, il n'y a que ça, mais ça rame genre violent aussi, quoi. Ce qui est quand même plutôt étrange, vu qu'il y a trois bouts de diff qui se battent en duel.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. On va voir comment ça se passe. On ouvre notre petite console et on va sur l'onglet Performance, qui est assez récent, qui a été refondu un peu par Google récemment. Et on va cliquer sur ce petit bouton magique qui s'appelle Record. Et Record, ça va faire quoi? Et en fait, ça va nous faire un super profil de tout ce qui se passe dans notre app au moment où on record, en fait. Voilà, on clique sur Stop. Là, il galère parce qu'il y a beaucoup de données. Et pouf, là, on a notre timeline avec tout ce qui s'est passé pendant qu'on était en train d'enregistrer. Ok, génial. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ces trucs-là, personnellement, ça a toujours eu un côté ésotérique. J'ai jamais rien. On arrive devant, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va essayer de décrypter ça un petit peu ensemble. Ça, là, en haut, là, rouge, c'est pas bon. C'est du CPU burn. Ça veut dire que le CPU, il est complètement sous l'eau, il n'en peut plus. Donc, on va essayer d'analyser. Donc là, j'ai pris en gros que cette petite partie-là. Et là, on voit plein de bidules. Bon, ça, en fait, c'est tout ce qui va se passer pendant cette période-là. Ok, on voit pas, mais on voit normalement. C'est du React Tree Reconciliation, avec un super accent anglais. Et en gros, c'est React qui va balancer un re-rendu en gros de votre app et finalement muter le DOM à la fin pour afficher ce qu'il doit afficher. En gros, il fait son job. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, je fais des manipulations absolument pas intéressantes pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette stack-là? Finalement, on va voir. Ok, il veut faire des choses, il va faire un update apparemment de app container, update d'app, conversation, des messages, ok, avatar. Ok, très bien. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que ça correspond exactement à la structure de l'app. Donc on a un app container qui va être la div où tout le bousin va être rendu, quoi. L'app qui va être le composant principal. Conversation, c'est la liste des messages, tout simplement. Et là, on a 3 messages qui sont rendus. Ok, bon, j'en ai 3. Le 4e, il est sans doute pas rendu, il va être fait sans doute plus tard. Et dans le message, on voit qu'il rend aussi un avatar. D'accord, avatar 92 millisecondes. Alors, je sais pas comment le mec il a implémenté ça, mais c'est sans doute pas un branquignol, quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut cliquer dessus, pouf, et on va voir en fait là la liste des fonctions qui sont utilisées. Bottom-up, je vous expliquerai plus tard si vous me posez la question. Et on voit que la fonction number, elle prend 79 millisecondes, 76, pardon, et que, voilà, en fait, ça correspond à cette fonction. Là, j'ai cliqué sur le lien, ça vous permet d'ouvrir directement l'onglet sources. Donc, avec les sources map et compagnie, ça vous permet d'avoir le truc décompilé, non compilé. Et on voit qu'il y a une genre de fonction chelou là qui nous fait un truc esoterically compute avatar URL. On sait pas trop ce qu'il fout. Et il nous retourne l'avatar. Ok, très bien. Et ça prend vachement de temps. Ok, bon. Bizarre. On sait pas trop ce qu'il a voulu faire, le mec. Deuxième étape. Pour l'instant, on fait que des constats. Deuxième étape, on télécharge cette super add-on que tout le monde a déjà vu, je pense. On l'ajoute à Chrome. Et ça nous permet d'avoir un autre petit onglet ici. Pareil, qui est hyper cool. Et surtout d'avoir ce truc-là. En fait, là, je ne l'ai pas déroulé parce que j'ai oublié de le faire. Mais on a, comme dans Element, qui est ici, voilà. On va voir la même chose comme dans Element où on a notre DOM là, mais à base de composants React. Donc ça va être beaucoup plus pratique pour voir en gros la vraie arborescence de votre app. Bon, ok. Bon, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est Highlight Updates. On coche cette petite case et ça va permettre... Allez, merci. De highlight les updates, comme son nom l'indique. C'est quand même merveilleux. Et en fait, voilà, on va voir à chaque fois qu'il va y avoir un update du DOM, on va voir quel composant a été rendu en fait. Ok, génial. Bon, on voit qu'à chaque fois qu'on tape sur un truc, il y a tout qui est rendu. À mon avis, ça pue du cul. Conclusion de cette petite étape. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le docteur? Le component avatar, à mon avis, il y a un problème. C'est une usine à gaz pour le coup. Il y a des re-renders qui sont effectués tout le temps. Pas cool. Et ça, c'est pas du tout un constat, mais c'est un tips. C'est quand vous faites du profiling, pensez à tout désactiver. Il y a des extensions qui vont aller tripatouiller votre DOM. Ça peut être agréable ou pas. Et... ou alors déclencher des traitements
dont vous n'êtes pas responsable, entre guillemets. Et du coup, ça pourrit le profiling. Donc en général, vous le mettez en navigation privée, vous enlevez toutes les add-ons, et puis ça marche très bien. Mais il faut y penser. Donc ok, render trop souvent, avatar qui prend trop de temps. Admettons. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire? Problème. L'avatar prend beaucoup de temps, mais notre fonction ésotérique, machin truc, elle est cruciale pour notre business. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas l'optimiser. Si on avait pu le faire, on aurait pu le faire, et voilà, et ça aurait réglé le problème, sauf qu'on ne peut pas. Je n'ai pas de raison valable, mais on ne peut pas. Du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est éviter de trop rendre l'avatar, parce que du coup, ça nous prend beaucoup de temps, donc on aimerait bien quand même skipper un peu tout ce qu'on peut, quoi. La réponse, ils sont quand même vachement forts chez React, ils vous permettent d'avoir la main sur ça. Donc là, c'est notre composant avec notre fonction pourrie. Le render qui fait ça, c'est une div avec juste une image. C'est pas du tout une div, c'est une image, pardon, avec l'avatar qui est juste l'URL, en fait. Rien de plus. Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute cette petite fonction. Et en fait, cette fonction, c'est quoi? C'est une fonction du cycle de vie de votre composant. Et qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va permettre de dire à React, par pitié, rends son composant, ou par pitié, ne le fais pas. Et là, on voit quoi? Nextprops, et on utilise this.props et nextprops. This.props, du coup, les props de notre composant. Et nextprops, ça va être quoi? Ça va être les props qui vont être les prochaines, en fait, qui vont arriver, et celles qui sont, associées au nouveau rendu qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie qu'elles sont égales ou pas. C'est-à-dire que si elles sont égales, on n'a aucun intérêt de re-rendre le composant, puisqu'il n'y a rien à changer, en fait. Si elles ne sont pas égales, on re-rend. Plutôt intelligent. Ce qui fait que... Alors appréciez bien, parce que j'ai hyper galéré à synchroniser les deux vidéos. Là, ce côté-là, c'est 100. Et on voit qu'il y a un petit carré autour de l'avatar, parce qu'il est rendu à chaque fois. Et ici, on a quoi? On n'a pas de petit carré. Donc finalement, la note optime, ouais, marche, ok. L'avatar n'a pas changé, j'ai aucune raison de re-rendre l'avatar. Et de coup, à chaque fois que je tape sur mon petit clavier, tout se passe bien. Vous noterez aussi que c'est fluide. On ne peut pas le voir, mais cette fois-ci, en fait, du coup, vu qu'on ne re-rend pas l'avatar qui prend 1 milliard d'années à se re-rendre, et du coup, on a déjà, entre guillemets, résolu notre problème qu'on avait à la base, c'est-à-dire ça rame quand je tape, quoi. Si on répète l'opération un peu partout, avec tous les composants, notre input, il se re-rend, normal, sa valeur change. On a toute notre app, vous voyez le cadre autour, qui se re-rend, normal, l'app, le state change, on re-rend l'app. Et à chaque fois que je rajoute un message, on voit le fil de discussion. On va le voir, attention. Maintenant. Oui. Là, tout autour, là, c'est bon. Ça s'est re-rendu. Parce que la liste des messages a changé. Donc là, on a des rendus logiques. On ne fait pas un peu n'importe quoi, n'importe quand. Alors, c'est vachement bien de faire ça. Vous allez me dire, mais pourquoi on le fait? Enfin, pourquoi on le fait? Si pourquoi on le fait, mais comment ça se fait que ça marche comme ça? C'est là où je passe sur les trucs un peu qui font intelligent. Qu'est-ce qui fait donc la moulinette en React? Alors, en fait, on va avoir plusieurs étapes. On va voir l'étape de rendering. Donc là, ça va être, on va appeler le render. On passe des props à un composant, il nous pond du HTML. Terminé. Il y a une étape qu'on appelle le virtual DOM diff. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, le virtual DOM. C'est qu'en fait, React va garder un DOM, un état du DOM, complètement en mémoire, qui n'a aucun rapport avec le DOM réel, c'est-à-dire ce que vous allez rendre à l'écran, quoi. Et le real DOM update. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait un set state ou un force update, imaginons, sur un composant. Le composant est flagué comme dirty, sale. Donc React va dire, ok, au prochain rendu, excusez-moi, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je re-rende ce composant. Très bien. Du coup, il le fait. Il va aller pondre le résultat dans le virtual DOM, pardon. Et après, le virtual DOM, il va être comparé avec le DOM réel.
Et cette petite différence, ou grosse différence, enfin cette différence quoi, et ben en fait ça va donner juste ce qu'il a besoin de changer dans le DOM réel pour rendre en fait ce qui a changé quoi. Et c'est pour ça que React est vachement rapide. Alors ici et ici, c'est-à-dire à partir de là, on ne maîtrise plus rien, c'est React qui fait son bousin et on n'a pas besoin de savoir ce qu'il fait. Par contre ici, c'est là où on a la main et c'est ce qu'on vient de faire avec le should update. Autre précision. Imaginons, on a un composant, voilà, avec le should component update à true, vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dit à React, il faut rendre ce composant. D'accord. Il faut le rendre, bah dans ce cas-là, il le rend. Update needed. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va dire à tous ses enfants, bon bah rendez-vous aussi, parce que moi j'ai besoin de me rendre, alors toute l'arborescence en dessous, j'ai besoin d'avoir votre résultat pour pouvoir m'afficher, quoi. Donc il va demander à son premier enfant, il va lui dire, bon bah rends-toi. Lui, pas besoin de me rendre parce que mon should update est à false. Ok. Donc ça veut dire que lui, ses enfants non plus, rien besoin de faire. Très bien. Étape suivante. Il a un deuxième enfant, lui par contre, il doit se rendre, should update à true, et il a celui-là même a un autre enfant. Pareil, même cas. Bon bah il se rend. Très bien. Cas différent, bah là pareil, même cas qu'à gauche, il n'a pas besoin de se rendre. Et le dernier cas qu'on n'a pas vu, ça va être, il doit se rendre, il pond son résultat, sauf que le résultat qu'il a pondu n'a aucune différence avec le DOM réel. Et bien dans ce cas-là, en fait, pas besoin d'update. C'est dans les grandes lignes, c'est vulgarisé à l'extrême. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que juste avec cette fonction magique-là, en fait, on peut déjà optimiser masse de trucs. Conclusion. Parce que j'adore les conclusions, que j'en fais 45 par talk. Should component update permet d'éviter des rendus inutiles ou trop coûteux. Pas vrai, on l'a vu à l'instant. Tips, encore. Si vous avez des props et que ça donne un résultat, c'est-à-dire du HTML de telle forme, et que si vous modifiez une petite props, ça donne un autre résultat et toujours le même. Suivant les props que vous donnez, vous avez toujours le même résultat. Magie, vous appelez ça une fonction pure. Bon, bref. Et du coup, c'est un composant pur, et vous pouvez utiliser, ça tombe bien, c'est vachement bien nommé, les pure components de React. Pure components, en fait, c'est simplement, il va regarder à chaque fois toutes les props, si ça a changé, il rend, si ça n'a pas changé, il rend pas. En fait, ça vous évite de vous frapper le should component update à écrire à la main, et de faire en gros tout le temps la même chose. Mais il y a des cas où vous choisissez d'ignorer certaines props. Si vous êtes feignant comme moi, vous regardez cette lib, why did you update? En fait, vous le mettez sur votre projet, ça prend 4 lignes, et ça vous floude à mort votre console avec ce genre de trucs. Ça, c'est le nom du composant, et ça, c'est la raison de pourquoi il vous dit, mais pourquoi tu as rendu ce composant alors que ça servait que dalle en fait. Et ça floute vraiment, hein. C'est genre votre PC il souffre. Mais ça permet en fait de spotter tous les trucs que vous n'avez pas besoin de re-rendre et du coup optimiser à mort votre appli. Étape 3. L'attribut key. Ah putain, il faut vraiment que j'arrête, je suis désolé. Hein. Nouveau cas d'usage, je m'appelle Big Brother ou alors ma société est soumise à la législation GDPR. J'ai besoin de supprimer des messages. Et là, on s'aperçoit que ça fout un peu la zaille, parce que à chaque fois que j'en supprime un, sachant que j'ai repris exactement le même code qu'avant, donc théoriquement optimisé, je supprime un message, et ce con-là, il me re-render tout ce qui est en dessous. Ce qui est quand même un petit peu chelou. Parce que bon, je pensais avoir bien fait mon travail, et finalement, ça fonctionne pas des masses. Comment ça se fait ? Ça, c'est le composant conversation donc, que vous venez de voir avec les messages. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend une div, et il prend des messages, il fait un map. Donc, ça veut dire que pour chaque message, il va balancer un composant en face avec les données qu'il a. Et voilà. Et apparemment, il y a un truc qui se passe pas bien. Pourquoi?
C'est parce qu'en fait, React, il est complètement paumé avec les listes. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, React a besoin de savoir le chemin qui lui permet d'accéder à un élément dans le DOM à tout instant. Sauf que, si vous avez, imaginez, si vous voyez le XPath ou la façon dont vous allez accéder à un élément en CSS, il y a un chemin possible. Voilà, il y a toujours un seul chemin possible. Sauf que dans le cas de liste d'éléments, vous allez dire, j'arrive dans une div, ok, ça j'ai mon chemin. Sauf que dans la div, à un moment donné, vous êtes obligé de vous reposer sur l'index de votre élément. C'est-à-dire, c'est le 3e. J'ai aucun moyen de savoir autrement, c'est juste le 3e élément. Et du coup, là, React, il est complètement paumé. Parce qu'il n'a aucun moyen de savoir, ok, en fait, il faut que j'aille taper le 3e et je ne sais pas comment. Donc, il a besoin d'une clé. Ok. Une clé unique, par composant. Donc, qu'est-ce que je fais? Pas facile. Map, en deuxième paramètre, il nous retourne l'index. Je lui passe en clé. Index unique. Terminé. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce qu'en fait, ça lui donne aucune information à React. Vous allez lui dire... Alors, attendez, il faut que je... Voilà, merci. Ça, c'est le composant 1, 2, 3. Voilà, je vais trop vite. Et du coup, le problème, c'est que quand j'en supprime un, pour un message, il va passer de l'index, imaginons 2, à l'index 1. Donc en fait, pour un même composant qui est censé être constant, enfin je veux dire, c'est le même, il va changer d'index. Et ça perd complètement React, ce qui est logique. Parce qu'en fait, par défaut, il prend justement l'index. Mauvaise idée. Solution, je prends un ID, si possible unique. Donc ça, c'est ma structure de données, des messages, un truc tout con, un participant, si c'est à moi ou pas, du texte, une date, un ID. Basta. Un ID unique. Donc un ID qui est sûrement retourné par votre API ou quoi. Et comme ça, pas de surprise. React, il a toujours un seul chemin pour aller chercher votre composant, et il sait qui a été supprimé, ajouté ou je ne sais quoi. Résultat, c'est beau quand même. Et là, il ne fait plus un truc pas utile. Super, génial. Conclusion, troisième conclusion. Pour les arrêts de composants, utilisez toujours un array key, parce que sinon, il est paumé. Pas d'index dans les keys, parce que sinon, il est paumé. Et si vous n'avez pas d'ID, parce que votre API est pourri, ou je ne sais pour quelle autre raison, générez-le à la volée. À un moment donné, vous allez recevoir votre message, si vous n'avez pas d'ID, vous le générez là, vous le mettez dans votre state, et il ne bouge plus. Et comme ça, à chaque rendu, vous n'êtes pas emmerdé. Et React se porte bien. Étape 4, et c'est la dernière, après je vous fous la paix. J'ai appelé ça comme ça, mais en fait, pour moi, j'appelle ça des pétouilles. J'ai donné ce nom-là, mais c'est genre beaucoup trop... vous voyez quoi. On veut réduire en fait l'empreinte mémoire des renders. Alors pourquoi? Parce que dans ces cas-là, je pense que vous avez déjà vu ça beaucoup, vous le faites sans doute, j'en suis sûr. Vous faites des binds dans votre render. Parce que grâce à ces merveilleuses classes E6 que tout le monde adore, on ne peut pas récupérer le contexte facilement. Donc on est obligé de faire des binds dans tous les sens. C'est insupportable, ça fait chier tout le monde, mais c'est comme ça. Du coup, là on a notre, comment on appelle ça, notre handler, entre guillemets, de handchange. On a notre event qui va être, du coup, déclenche cette fonction-là. Je fais mon petit bind, tout se passe bien. Je récupère mon contexte, parce que des fois, imaginons dans handchange, j'ai besoin du this pour récupérer le state ou je ne sais quelle autre chose. Donc je fais ça. Le seul souci, c'est que quand je fais ça, qu'est-ce que ça fait bind? Ça prend une fonction et ça en crée une autre en lui injectant le contexte. C'est-à-dire que je crée une fonction à chaque render. Pareil là, je déclare une arrow function, ça veut dire que j'en crée une à chaque render. Ça fait beaucoup de trucs quand même, parce qu'il y en a beaucoup des renders. Pour éviter ça, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas très beau, hein, je suis pas hyper fier de cette syntaxe, mais c'est la plus simple. On va écraser au constructeur notre listener par celui qui a été rebind. Encore une fois, merci les classes E6. Et du coup, ça nous donne ça, et c'est vachement plus. En plus, c'est plus lisible, et ça nous permet de ne pas régénérer à chaque fois une fonction, à chaque render. Alors vous allez me dire, c'est des pétouilles. C'est marrant, je l'avais dit.
Mais en fait, vous multipliez ça par le nombre de fonctions que à chaque fois vous bindez dans tous les sens sur toute votre app, bah mine de rien, ça fait une petite pile. Et justement, ça vous évite pas mal de passages de garbage collector, pour ceux à qui ça parle, qui sont coûteux. C'est ce qu'on apprend à l'école. Ça, c'est un autre cas. Pareil, arrow function, bah, éviter dans les renders, hein, parce que sinon on crée des trucs à chaque fois. C'est les refs. Ces trucs-là qu'on déteste utiliser, mais on est obligé. Et ben là, je l'ai découvert en faisant ça, en écrivant ce talk. En fait, React a pondu une fonction qui s'appelle createRef. Et en fait, bah, vous l'appelez comme ça. Alors c'est react.createRef, c'est juste que je l'ai spread plus haut. Et du coup, vous le mettez pareil dans votre instance. Et vous le récupérez comme ça. Ref égale machin. Du coup, vous le récupérez comme ça. Ensuite, donc là, j'ai envie de scroll en bas. Donc je veux prendre mon node, lui mettre un scroll top qui est égal au scroll height. Et puis voilà. Donc vous faites juste conversation left, machin truc, current égale scroll top. Enfin, rien de très compliqué, quoi. Et ça vous évite de créer une autre fonction à la volée. Troisième cas, c'est encore plus Captain Chipote, c'est quand vous faites ça, par exemple, genre, je vais afficher des messages, mais pas de bol. Bon, j'ai fait mon truc de sorte à ce que le message, des fois, il est nul. Bon, quand il est nul, j'ai besoin d'afficher un tableau vide, en fait, parce que j'ai pas envie de faire une exception dans mon truc. Ok. Et là, ça veut dire que pareil, si c'est nul, je vais instancier un truc à la volée. Pas bien. Donc, en fait, il vaut mieux faire ça. Vous instanciez votre truc au début, et après vous utilisez juste la référence. Voilà. Et c'est ça qui clôture ce petit talk. Là, je vous ai mis toutes les références qui seront où j'ai honteusement pompé plein de trucs. Et pareil, il est sur GitHub ce petit truc. En fait, j'ai codé cette app à l'arrache pour vous montrer un support et puis vous permettre de faire des super vidéos où ça clignote dans tous les sens. Donc il est sur GitHub. Vous me cherchez MD4 machin truc là. Et en fait, chaque commit correspond à chaque step que je vous ai décrite avec les optimes qui vont en face. Voilà. Et merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions... Voilà, donc ça clôt ce premier meet-up. Merci à vous d'être venus. Si vous avez des remarques sur le format, si technique peut passer technique, trop long, assez long, si vous voulez proposer un talk, participer, n'hésitez pas à nous contacter, venir nous voir après pour les bières. Et j'en profite pour dire un grand merci à l'équipe chez iAdvice qui a aidé à monter ça. JC, l'équipe IS avec Malcolm et Pan qui nous ont bien aidés, Miranda aussi. Et donc là, je vous invite à aller donc, dans l'autre salle d'iAdvice qui est en bas, là-bas. Donc vous pourrez suivre les gens de chez nous, par exemple. Voilà. Pour aller discuter autour d'une bière et d'une part de pizza. Voilà, merci à vous.